Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Bar-Ilan en Israël. Alors, vous avez souvent, professeur, utilisé le mot combat, guerre, en parlant de l'épidémie. Alors, on a l'impression, nous avons l'impression en Israël aujourd'hui, qu'on pourrait enfin se poser la question, sommes-nous sur le point de vaincre le Covid-19 ici en Israël? Je crois que si on revient à ces termes martiaux, j'utiliserai le terme de bataille. Je crois qu'on a gagné la première bataille aujourd'hui en Israël. Je suis très prudent quand je le dis parce que vous savez, en tant que scientifique, on doit être très prudent et nous savons que ce virus est assez, je dirais, sournois. Mais d'un autre côté, lorsque je regarde les résultats aujourd'hui, lorsque je vois le taux d'infection, lorsqu'on parle de 300 cas par jour, alors qu'il y a 3 mois, on en avait 10 000, lorsqu'on voit aujourd'hui le nombre de malades graves qui est en dessous des 300, alors qu'il y en avait 1200, lorsqu'on voit des unités Corona entières qui sont fermées, lorsqu'on voit le pays revivre, lorsqu'on parle aujourd'hui de la possibilité justement de limiter le port du masque juste à l'intérieur, je crois qu'on peut se féliciter de manière prudente et de manière, je dirais, assez objective d'une bataille qui a été gagnée. Est-ce que la guerre est gagnée? Non, parce qu'une fois de plus, il y a toujours des cas, il y a toujours des morts, il y a toujours un virus qui circule, on est toujours à la prise, à la merci de nouveaux variants. Et puis, je crois qu'aussi, il faut regarder ça de manière globale. C'est une pandémie, donc le monde entier est touché. Et si le monde entier est touché, ça veut dire que nous serons aussi dépendants des efforts, je dirais, thérapeutiques, des efforts dans la vaccination dans d'autres pays. Donc, je crois qu'il faut s'orienter aujourd'hui vers un scénario où on apprend à vivre avec la COVID-19 à différents degrés, que ce soit en Israël, justement d'une manière un peu plus libre, tout en surveillant justement l'épidémie, et dans le monde entier, peut-être un peu moins libre. Et c'est une nouvelle dynamique qui va nous accompagner, je pense, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ça, quand on dit la vie reviendra à ce qu'elle était, c'est pas tout à fait ça. Forcément, on aura des habitudes différentes à conserver Je, pendant un certain temps. oui, je le pense parce que, vous savez, bon, même si aujourd'hui on parle peut-être de permettre à 10 000 personnes de rentrer dans un stade, si aujourd'hui dans les universités nous avons rouvert les classes, on a commencé à rouvrir ça pour, par exemple, les premières années, ce qui nous donne du baume au cœur, ce qui nous fait très, très plaisir parce qu'on revient à une certaine, je dirais, routine. D'un autre côté, je crois qu'il y a le télétravail. Certains se sont habitués. Peut-être que ça fait aussi partie de cette routine. Le port du masque, j'entends déjà des gens qui disent, écoutez, moi, tous les hivers, je porterai mon masque parce que ça protège, par exemple, de la grippe. On a eu 0 cas pratiquement de grippe cette année, les allergies. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle dynamique. On apprend, on apprend, on s'habitue, on s'adapte. Et de manière générale, dans le monde, on peut être aussi optimiste. Écoutez, ça dépend quel pays vous analysez, hein. Une fois de plus, on peut voir les pays, je dirais, qui s'en sortent bien, certains grâce à la vaccination sans problème, hein. Je vous parle par exemple des États-Unis où ça va beaucoup mieux. Je parle de l'Angleterre, du Royaume-Uni. D'autres pays qui ont eu des mesures, qui s'en sortent bien aussi parce qu'ils ont eu des mesures très, je dirais, drastiques, hein, que ce soit la Chine, qui dès le départ a réussi à isoler. Là-bas, un confinement, c'est pas de la blague. Ou la Nouvelle-Zélande, hein, d'autres pays qui sont plus occidentaux dans leur système de, je dirais, de vie, de pensée. Australie, Nouvelle-Zélande, où bon, là aussi, il y a une grosse limitation. D'un autre côté, on a les pays où c'est beaucoup plus grave, hein. On a les pays qui viennent de se remettre. Par exemple, on voit l'Espagne, le Portugal, ça va, mais la France qui est je dirais, en oscillation. L'Allemagne, pareil, avec ces unités de soins intensifs qui sont totalement, je dirais, saturées, ou les pays où c'est très grave, par exemple le Brésil. On voit un nombre incalculable, je crois pratiquement 4000 morts par jour au Brésil, et on parle vraiment là-bas d'un effondrement total, hein, des moyens médicaux, et c'est très, très triste. Donc, je crois qu'il y a plusieurs pays, plusieurs sortes, je dirais, plusieurs manières d'essayer de vaincre ce virus. Certains qui misent comme nous sur la vaccination, d'autres qui misent sur les confinements, d'autres qui misent sur un effet d'immunité collective. Mais bon, les résultats sont là. Aujourd'hui, on est presque à 3 millions de morts dans le monde à cause de cette épidémie. Justement, vous parliez d'immunité collective. On a appris récemment par une étude de l'Institut Pasteur que l'arrivée des variants aurait relevé le chiffre de l'immunité collective, non plus de 70%, mais à 90%. Vous y croyez? Oui, oui, j'y crois. Une fois de plus, bon, il faut comprendre plusieurs choses. Petite, hein,
l'immunité collective n'est pas une notion de blanc ou de noir, de 0 ou 100%. L'immunité collective, c'est en fait, je dirais, un processus dans lequel, comme on le voit dans d'autres virus, pour d'autres virus, dans lequel la population qui est immunisée empêche ou ralentit la transmission du virus aux personnes qui ne sont pas immunisées. Ils font effet de barrière. Maintenant, la formule, elle est très simple. On n'a pas besoin de faire d'études, je dirais, trop compliquées. La formule, elle est très simple. C'est pour calculer le taux d'immunité collective, c'est 1 moins 1 divisé par le R0. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, on avait estimé que le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus, le nombre de personnes qui sont à chaque génération infectées par une personne, on parle pour le coronavirus à peu près on parle de 2 à 3. Et je parle de manière naturelle, sans les masques. Donc 2 à 3, ça veut dire que ça serait 1 moins 1 tiers, et ça fait donc 66%. Avec les variants britanniques, on voit qu'il y a une hausse du R0 d'à peu près 70%. Donc, on multiplie ce 3 par 1,7, excusez-moi d'entrer les calculs, mais ça fait 5. Ça fait un R0 de 5. Donc, ça vous donne à peu près maintenant 1 moins 1 cinquième, c'est 80%. Et si, justement, ces virus sont un peu plus virulents ou quoi que ce soit, c'est du 80, 85, 90%. Donc, je ne suis pas surpris. Mais une fois de plus, je reviens à cette notion que j'exprimais un peu plus tôt. Ce n'est pas du blanc ou du noir. Aujourd'hui, en Israël, on a, par exemple, 56% de la population qui est vaccinée, au moins avec une dose, 53% avec 2 doses. On a une dizaine de pourcents qui sont convalescents. Et donc, on regarde, on a à peu près 65% de la population en Israël qui est protégée. Si je ne prends pas en compte les enfants, qui aussi, eux, ont peut-être un taux de contamination un peu différent des adultes. Je parle des enfants de moins de 10 ans, qui sont quand même assez, Baruch Hashem, qui sont assez nombreux en France, en Israël, excusez-moi. Donc, on parle à peu près d'un taux d'une population qui est à peu près aux alentours de 80%, qui pourrait être vaccinée ou convalescente, etc., qui est protégée. On voit aujourd'hui des preuves qu'il y a, je serais enclin à dire, une sorte d'immunité collective qui est mise en place en Israël. On voit une réduction de l'infection des non-vaccinés dans les communautés qui sont essentiellement vaccinées. C'est-à-dire que si on prend des communautés en Israël où il y a un fort taux de vaccination, on voit chez les enfants qui ne sont pas vaccinés qu'il y a un faible taux d'infection. C'est-à-dire qu'il y a un effet protecteur justement de la vaccination. Donc, une fois de plus, arriver à 90%, ça serait peut-être de vaccination, de protection, c'est un peu utopique. Je ne crois pas que ça sera possible. Mais ça ne veut pas dire qu'avec des pourcentages moindres, on ne verra pas une bonne évolution pour nous de l'épidémie au niveau de la population. Alors, vous êtes habitué, on l'a dit, des plateaux télé français, bien sûr. Ils évoquent souvent l'exemplarité d'Israël, très mise en lumière sur ces médias. Certains, même sur les plateaux, tentent de minimiser les réussites israéliennes avec cet argument. Oui, Israël a effectivement bien acheté ses doses de vaccins, mais en échange de données médicales personnelles de leurs concitoyens. Alors, éclairez-nous un petit peu là-dessus. Ça veut dire quoi? Quelles sont les informations privées dévoilées selon eux qui leur semblent inacceptables? Écoutez, ce que l'on sait, je ne sais pas si c'est inacceptable. C'est une question de mœurs entre nous. Hein, je veux dire, c'est pas. Il faut comprendre une chose, les données qui sont publiées ou qui sont communiquées aussi bien à Pfizer qu'à, par exemple, l'OMS, sont des données statistiques et des données anonymisées. Par exemple, on vous poserait une question. Combien de patients qui sont des patients oncologiques qui reçoivent tel ou tel traitement ont bénéficié de la vaccination? Combien de personnes avec le diabète ont échappé à, par exemple, des séquelles de la COVID-19 grâce au vaccin? Voilà, ce sont le type de données. Donc, ces données, elles existent de toutes les façons. Les 3/4 de ces données, je vous le dis sincèrement, elles sont publiées aussi, je dirais, dans les médias. Maintenant, il faut consolider ces résultats et les transférer de manière, entre guillemets, plus scientifique à cette compagnie, par exemple comme Pfizer, mais on ne donne pas ni notre nom, ni notre, je dirais, certains éléments qui pourraient, entre guillemets, nous nuire. Je ne sais même pas à quoi ça pourrait nuire, je vous le dis sincèrement. Surtout à une époque. Pourquoi ils utilisent ces arguments? Ben, écoutez, non, mais même à une époque, je vous le dis sincèrement, je l'ai dit, où tout le monde étale sa vie sur Facebook, et Instagram, etc.
Sincèrement, je veux dire, Google, c'est beaucoup plus de choses que vous, que Pfizer, ça je tiens à vous le dire. Ça, c'est sûr et c'est évident. Et pourtant, je ne vois pas, si je regardais en France, combien de gens, justement, ou en Europe, participent à ce partage de données personnelles. Croyez-moi, c'est ça qui est plus, entre guillemets, conséquent que ce qu'on donne à Pfizer entre nous. Maintenant, une fois de plus, il y a toujours un respect de ce qu'on appelle la vie privée. C'est normal. Je veux dire, on ne voudrait pas que tout se sache. Mais d'un autre côté, sachez aussi qu'en France, ces données, elles sont relevées et notées par l'assistance publique, par les ARS, etc. Je veux dire, on le sait. C'est comme ça que vous faites de la pharmacovigilance. C'est comme ça qu'on peut dire, justement, si une personne vaccinée a plus de chances de développer un caillot ou pas. Donc, toutes ces données, elles existent et elles sont relevées. La question, c'est est-ce que vous les transférez ou pas à un autre organisme ou que ça reste dans l'État. C'est tout. Mais si ces données peuvent aider à faciliter cette vaccination, à encourager cette vaccination, à éclairer le monde, je n'ai aucun problème. Et une fois de plus, la plupart des citoyens en Israël n'ont aucun problème. Il y a eu des débats, la question se posait, mais de manière générale, en médecine, si les données sont anonymisées, il n'y a pas problème. Alors, vous êtes franco-israélien. Comment percevez-vous l'apparent changement d'image d'Israël dans les médias français? Il y a une vision plutôt positive du pays, ce n'est pas très courant. D'ailleurs, vous avez participé à cela, en allant sur les plateaux expliquer avec brio la stratégie israélienne. Comment le ressentez-vous? Ben, j'en suis très heureux et vraiment, je crois que ça fait très longtemps. Moi, j'ai quitté la France en 92, mais bon, je ne regarde pas trop les chaînes françaises, mais de temps en temps, oui, je regarde des reportages, etc. J'ai vécu dans plusieurs pays, donc en France, j'ai vécu aussi aux États-Unis. Et je dois dire que, bon, à chaque fois que je regardais un reportage français sur Israël, j'étais quelquefois outré parce qu'on montrait que certains aspects de la société israélienne, lorsque en congrès scientifique, je rencontrais des Français, bon, la plupart qui connaissent, entre guillemets, Israël, parce qu'ils sont venus ici, ça va, mais quand je rencontre des gens en Europe, hein, quand je suis en congrès, quand j'étais en congrès, bon là on espère que ça va reprendre, qui ne connaissaient pas Israël, ben, il y avait toutes sortes de questions. Bon, je vous épargne les questions du style ah bon, vous avez de l'électricité, ah vous avez des ordinateurs. Bon, et là vous leur expliquez que le Waze ou la moitié de leurs composants électroniques dans leur ordinateurs et smartphones ont été développés en Israël ou je ne sais pas quoi, leur clé USB ou quoi que ce soit. Bon, les gens ont un peu un autre regard, mais quand même, dans les médias, ça ne transpirait pas, ça ne passait pas. Et d'un coup, je vous le dis sincèrement, et c'est pour ça que je dirais que de manière pratiquement totale, je refuse des interviews, hein, je refuse. Mais quand c'est en France ou en Europe et c'est pour donner une bonne image d'Israël, pour moi, c'est une priorité totale. Je suis heureux et j'exprime ma gratitude de pouvoir faire cela quand je vois la manière dont on s'adresse à nous, la manière dont on parle d'Israël aujourd'hui et qu'on donne une image qui est pour moi plus objective, plus équilibrée. Je vous avoue sincèrement que ça, c'est un changement. Je ne pensais pas qu'il allait arriver. Il y a des critiques. Je ne suis pas, je dirais, il y a eu des questions, justement, entre guillemets, pas pièges, mais des questions qui sont pertinentes, à laquelle il faut répondre, justement, dans certaines interviews concernant Israël. Vous parliez des données, il y a aussi le sujet de la vaccination des Palestiniens, il y a aussi le prix qu'on a payé pour les vaccins, il y a quelquefois je dirais, des indices ou je dirais, on subodore certaines, je dirais, pratiques, entre guillemets. C'était au départ, au niveau des vaccins, vous obligez les gens, vous contraignez les gens, etc. Mais au bout du compte, à 99%, cette image, elle est positive et je crois que ça aide. Ça aide. Je ne pense pas, si j'analyse ça, hein, il y a trois types de gens. Il y a les gens qui seront pour Israël, il y a les gens qui seront toujours contre Israël, il y a les gens qui ne connaissent pas Israël. Et je crois que si ces gens-là peuvent avoir une image plus équilibrée d'Israël,
pour nous, c'est gagné, c'est tout du gagnant parce que je suis pour justement cette communication, pour expliquer et pour faire comprendre aux gens qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous, on est tous, on vit tous ces mêmes problèmes aujourd'hui et qu'on fait un effort et que cet effort porte ses fruits aujourd'hui en Israël et que le monde pourra aussi en bénéficier, je le dis de la manière la plus humble. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. Merci encore d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous êtes très pris pour A+. Merci encore. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Bar-Ilan en Israël. Merci encore. Au revoir. C'est moi. Merci beaucoup.